Bonjour à tous. Avant toute chose, je tiens à remercier l'organisateur de cet événement, Yann Leroy, qui a eu une idée de prendre une initiative inédite dans l'histoire de notre laboratoire de recherche, qui est l'organisation d'un colloque virtuel. En effet, si les rendez-vous du risque sont déjà devenus en quelque sorte une tradition, c'est la première fois que nous avons l'occasion de débattre à distance en dehors de locaux de l'Université de Haute-Alsace. Merci cher Yann pour cette initiative et merci surtout de m'avoir donné une opportunité de traiter un sujet d'une brûlante actualité qui est les risques du Covid pour le contrat. Chers collègues, chers étudiants, mesdames et messieurs, ça y est, maintenant nous sommes déconfinés. Au moins en théorie, parce que ce déconfinement est progressif. Et si ce déconfinement est progressif, c'est parce que le Covid-19 engendre des problèmes qui résistent aux remèdes décisifs et aux opinions tranchées. L'ampleur de la crise sanitaire actuelle et la gravité de son impact sur la vie économique, politique et culturelle de la France font de l'épidémie de coronavirus un phénomène inédit et de ces faits incompatible avec le raisonnement dogmatique et les prises de position autoritaires dans tout le domaine, y compris en droit. Cette tendance se manifeste pleinement dans les risques que présente le Covid-19 pour le principal vecteur d'échange des biens et des services qui est le contrat. Le retard dans l'exécution, le manque de moyens, les obstacles multiples d'ordre juridique, technique ou encore moral, comment y remédier? On se souvient tous de fameuses déclarations du gouvernement précédant l'adoption de la loi d'urgence sanitaire. Selon la première, je cite, « L'État considère le coronavirus comme un cas de force majeure ». Selon la seconde, la crise du Covid-19 a un impact considérable sur l'économie en rendant impossible l'exécution de nombreuses prestations et en annulant de nombreux contrats. Le chemin serait-il donc tracé? Le Covid-19 entraînera-t-il une vague d'annulation de contrats pour cause de force majeure? Il est permis d'en douter. Si on peut pardonner au gouvernement l'emploi de la formule annulation, qui ne décrit point les conséquences de la force majeure en matière contractuelle, ce n'est pas le cas d'une certaine prétention d'universalité qu'affiche le propos précité. Et c'est là, même si derrière, il y a bien évidemment une intention louable de garantir un filet de sécurité aux co-contractants dans des situations non couvertes par les ordonnances précisant les dispositions de la loi d'urgence sanitaire. Mais où est le problème? Le principal problème, déjà souligné par les civilistes et récemment par monsieur le professeur Moustapha Mekki, c'est que la force majeure ne se décrète pas. Il s'agit effectivement d'un moyen dont disposent les débiteurs défaillants pour se soustraire aux conséquences de son inexécution, en cas de réunion d'un certain nombre de conditions objectives. Ceci étant, la réunion de ces conditions s'apprécie toujours au cas par cas. Et en adoptant une approche analytique de la force majeure, seule reflétant, à mon avis, sa véritable nature, on se rend compte qu'il s'agit plutôt d'un remède ponctuel pouvant répondre aux défaillances contractuelles très spécifiques et de ce fait très rares. Rappelons les critères de la force majeure contractuelle. Il s'agit d'un fameux triptyque, l'extériorité, l'imprévisibilité et l'irrésistibilité, circonstances qui, une fois caractérisées, entraînent la résolution
de plein droit du contrat en cas d'empêchement définitif, et si cet empêchement n'est que temporaire, il s'agira de la suspension. L'épidémie de Covid-19, c'est un fait de la nature, ou bien, si on voulait l'analyser du point de vue des mesures de confinement prises par les autorités publiques, il s'agirait éventuellement de ce qu'on appelle traditionnellement le fait du prince. Dans les deux perspectives, il semble s'agir effectivement d'un événement incontrôlable et extérieur au débiteur. En revanche, l'application de deux autres critères de la force majeure est beaucoup plus problématique. L'imprévisibilité d'abord. C'est un critère qui se concilie très mal avec la réalité de la crise que nous vivons aujourd'hui. D'abord parce que, comme le souligne un auteur, aucune crise n'est vraiment inimaginable. Ensuite, parce que, contrairement à l'irrésistibilité dont il sera question un peu plus tard et qui s'apprécie au stade d'exécution du contrat, l'imprévisibilité doit être caractérisée au moment de sa conclusion. Si on voulait donc appliquer la force majeure au contrat impacté par le Covid-19, il faudra inévitablement scinder la réalité temporelle en deux, en distinguant le contrat conclu au moment où la crise et plutôt ses conséquences n'étaient pas prévisibles, et le contrat conclu au moment où ces éléments étaient déjà prévisibles. Si on ajoute à cela le fait que la force majeure est une mesure plutôt exceptionnelle et de ces faits d'interprétation stricte, et que la fixation du moment à partir duquel la crise est devenue prévisible relèvera nécessairement de l'appréciation souveraine des juges du fond, on se rend compte que le critère d'imprévisibilité réduit drastiquement le nombre de cas d'inexécution susceptibles de bénéficier de l'effet exonératoire de la force majeure. Allons encore plus loin dans cette analyse, l'irrésistibilité. Pour qu'il y ait force majeure, il faut que l'exécution devienne vraiment impossible. Premièrement, cela exclut d'emblée les obligations ayant pour objet une chose de genre, et notamment les dettes pécuniaires, parce que les choses de genre ne disparaissent pas, comme l'est dit l'adage. Deuxièmement, il convient de distinguer l'impossibilité objective d'exécution des situations où l'exécution est devenue tout simplement plus onéreuse, mais reste possible. Encore une fois, il faut se méfier de toute généralisation, mais probablement dans la plupart des cas, dans la plupart des contrats impactés par le Covid-19, il ne s'agira pas de l'impossibilité totale d'exécution, mais plutôt d'une exécution devenue plus onéreuse. Or, dans ce cas, la force majeure n'est pas applicable et on pense immédiatement à la jurisprudence canal de Craponne et à la théorie de l'imprévision. Alors, peut-être, au lieu de décréter la force majeure, le gouvernement aurait pu s'inspirer de la logique de la clause rebus sic stantibus et annoncer que le Covid-19 est un cas dans lequel les choses ne demeurent plus en l'état, ce qui pourrait ouvrir la possibilité de mobiliser à grande échelle le mécanisme de révision pour imprévision. Encore une fois, la réponse est plutôt non, et c'est là pour plusieurs raisons. Premièrement, tous les contrats ne sont pas éligibles à la révision pour imprévision. De nombreuses règles spéciales prévoient des limitations sectorielles excluant l'application de ces mécanismes par une catégorie de contrats. Parmi les exemples, on pourrait citer notamment les contrats financiers ou encore de nombreuses opérations sur les immeubles éligibles plutôt à la récision pour lésion.
Deuxièmement, il existe des catégories de contrats, des catégories de conventions dont l'architecture rend difficile, voire impossible, la révision pour imprévision. Il s'agira d'abord, pour des raisons évidentes, des contrats aléatoires. Il s'agira également de nombreux contrats à exécution instantanée, la révision pour imprévision étant plutôt et malgré tout le domaine de contrats à exécution successive. Mais même dans la catégorie de contrats à exécution successive, la théorie de l'imprévision se concilie mal avec ceux qui sont conclus pour une durée indéterminée et qui peuvent donc être résiliés à tout moment par chacune des parties, notamment en cas de changement des circonstances économiques. Dans le même ordre d'idée, on notera que la théorie de l'imprévision a plutôt vocation à être appliquée aux contrats synallagmatiques. Parce que le bouleversement de l'équilibre contractuel qu'elle vise à préserver ne se conçoit vraiment que par rapport à la contrepartie attendue par le débiteur. Et s'agissant de conditions du fonds, il faut qu'on soit en présence d'une onérosité excessive. Et sur ce point, les difficultés qu'on a signalées par rapport à la force majeure limiteront également, mutatis mutandis, la possibilité d'appliquer la théorie de l'imprévision à de nombreuses catégories de contrats impactés par le Covid-19. Ainsi, si la force majeure est incompatible avec les obligations de nature pécuniaire, l'utilité de la théorie de l'imprévision se limite en général à des changements de circonstances ayant précisément une incidence pécuniaire, parce que l'onérosité excessive est une notion essentiellement monétaire. S'agissant de la seconde condition, imprévisibilité du changement des circonstances au moment de la conclusion, on revient nécessairement au choix arbitraire, c'est-à-dire à partir de quel moment les conséquences de la crise sont devenues prévisibles. Encore une fois, une analyse au cas par cas s'impose. Et contrairement à ce qui est parfois suggéré, les résultats possibles de cette analyse ne se limitent pas au choix entre le maintien pur et simple des obligations contractuelles et leur aménagement par la force majeure ou encore par la théorie de l'imprévision. Au contraire, au catalogue des effets ou bien des sanctions pouvant frapper le contrat impacté par le Covid-19, il faudrait naturellement ajouter la caducité qui désigne un anéantissement d'un contrat valablement formé mais ayant perdu au cours de son exécution un élément essentiel. À cela s'ajoute bien évidemment la possibilité de prononcer la nullité de certains contrats pour abus de dépendance économique, la mise en œuvre éventuelle de l'exception d'inexécution préventive lorsque l'inexécution n'est pas encore avérée mais paraît inévitable, l'octroi par le juge des délais de grâce ou encore des situations dans lesquelles l'inexécution de certaines obligations contractuelles sera considérée comme étant un cas de cessation des paiements ou encore de difficultés insurmontables au sens du droit des entreprises en difficulté, ce qui pourra aboutir à un aménagement de la force obligatoire du contrat, par exemple dans le cadre d'une procédure collective. Pour conclure, le Covid-19 est un véritable risque pour le contrat, pour sa force obligatoire et pour son équilibre, mais ces risques ne sauraient être appréhendés sous un angle unique. L'assimilation de la crise sanitaire actuelle à un cas de force majeure constitue, à mon avis, une sorte de simplification, voire un paralogisme qui mérite d'être repensé. Sur le plan pratique d'abord, pour limiter les risques d'instrumentalisation de la notion de la force majeure par le co-contractant cherchant à obtenir des avantages indus, sur le plan théorique, et ensuite pour souligner l'importance de la réflexion sur l'adaptation du droit des obligations à des situations de crise.
Merci beaucoup de votre attention.